Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, Benoît Delaunay, avant d'entamer la troisième et dernière table ronde. Monsieur le recteur, c'est à vous. Merci à vous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve cet après-midi. Je devrais malheureusement vous quitter avant la fin de notre journée, mais je vois comme une très heureuse initiative que la conférence des présidents d'université ait décidé d'organiser un colloque sur ce thème des désordres de l'information, qui est un thème qui nous occupe un peu toutes et tous depuis plusieurs années. Mais je trouve qu'il est très précieux que les universitaires se saisissent pleinement de cette question et en lien vraiment avec tout le monde de l'éducation. Bref, en gros, que tous les professeurs et bien au-delà soient sensibles ou sensibilisés à cette question. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez passé la matinée ici, c'est que vous êtes déjà sensible à cette question, et je le dis aussi en m'adressant à tous les élèves qui sont là cet après-midi. Je crois qu'il y a beaucoup d'élèves de classe de seconde, peut-être aussi d'autres classes. Je trouve que voilà, nous n'avons pas finalement tant de moments que ça pour réfléchir un peu sur le long terme à ces questions et aux conséquences à en tirer. Alors je le fais, et vous m'avez demandé de le faire, comme Marie-Danielle Campion, rectrice de Lyon, et Fabienne Blaise, rectrice de Grenoble, en notre qualité de recteur d'académie et de recteur d'académie chancelier des universités. Et justement, l'intitulé du colloque, comment apprendre à apprendre du lycée à l'université, c'est une question qui nous importe beaucoup, c'est-à-dire celle d'opérer le lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Toute la construction du colloque que vous avez su si bien organiser est faite autour de différentes thématiques, avec des experts et des experts de terrain. Ma contribution ici sera modeste, c'est celle peut-être de vous dire un petit peu ce qu'on fait dans les académies, et en particulier dans l'académie de Clermont-Ferrand, comment on réfléchit à cette question. Et permettez-moi peut-être d'entrer en juriste, en professeur de droit public que je suis, dans cette question, en repartant du Code de l'éducation et de l'article L111-2, très précisément, du Code de l'éducation. Que nous dit-il ? Je crois que c'est très instructif sur ce qu'on voit ce matin. Vous en avez peut-être, cet après-midi, vous en avez peut-être déjà parlé ce matin. La mission centrale que s'assigne l'éducation nationale est, je cite, de développer les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine, de l'information et de la communication. On a là, je crois, un peu tous les termes qui nous occupent aujourd'hui, les termes de communication, d'information bien sûr, mais aussi les thèmes de connaissances et de compétences qui sont au cœur des savoirs et des savoir-faire à l'école. Au fond, si on essaye de résumer ce que j'ai essayé de faire, de réfléchir un peu à notre question de manière ramassée, je vois deux impératifs pour nous dans l'école et dans l'université. Le premier, c'est d'informer et de s'informer, et le second, c'est de former et de se former. Alors, d'abord, informer et s'informer. Il me semble que c'est là le cœur de ce qui nous occupe aujourd'hui. D'une certaine manière, il y a un trop-plein souvent en cette matière-là. Il y a un trop-plein parce que, on le sait, c'est plus l'abondance des sources qui prime aujourd'hui, et la difficulté est, dans cette société de l'information et de la communication, de savoir que lire, que regarder, qu'entendre, que comprendre. Quelques chiffres
et je suis désolé s'ils sont peut-être redondants ou qui viennent recouper certaines données chiffrées qui auraient été données précédemment, mais 95% aujourd'hui des 12-17 ans ont chez eux à leur domicile un ordinateur relié à Internet. 86% des 12-17 ans ont un support type smartphone. Évidemment, c'est quasiment 100% pour les téléphones portables. 84% pratiquent les réseaux sociaux sur Internet. Donc c'est dire que vous, et je m'adresse aux plus jeunes dans cette salle, vous êtes, et c'est une évidence, c'est un truisme de le dire, vous êtes cette société, cette jeunesse connectée, hyper connectée, qui présente une multitude d'avantages. Évidemment, personne ne saurait en disconvenir. Mais justement, la question de l'information, de la manière dont vous vous informez, dont nous nous informons tous, est cruciale. Elle est cruciale et je dirais qu'elle ne doit pas nous faire oublier les moyens traditionnels d'information. Je vous invite aussi, et si je peux le faire, vraiment à lire la presse de manière générale, à vous informer, à vous tenir informé. Lire la presse, c'est tout sauf ennuyeux. C'est au contraire une source de richesse assez considérable. Faites-le. Le deuxième élément dans l'information, à mon sens, deuxième trait caractéristique qui est frappant et qui est au cœur de la réflexion d'aujourd'hui, c'est la porosité croissante, forte en tout cas, entre l'information et la mésinformation ou la désinformation. Il est question, il en a été question de théorie du complot, choses comme ça. Je ne vais pas y revenir. Mais ça veut dire des enjeux considérables pour l'éducation nationale, c'est-à-dire une éducation qui continue à former le citoyen en permettant à chacun de nos élèves de connaître les médias. Il a été question du Clémy, évidemment, c'est une des ressources essentielles en la matière. Et nous devons nous poser la question de ce que nous souhaitons transmettre, de la manière dont nous souhaitons le transmettre. C'est dire le lien entre informer, s'informer, et puis former et se former. Je voudrais insister quelques instants sur cette deuxième dimension. Former et se former, c'est bien sûr former nos enseignants, qui sont demandeurs en la matière, qui ont beaucoup de choses aussi à apporter eux-mêmes dans les formations. Dans l'Académie de Clermont-Ferrand, nous développons dans notre plan académique de formation des professeurs un certain nombre de modules autour des usages pédagogiques des médias sociaux, comment utiliser pédagogiquement les médias sociaux, autour des web radios, qui peuvent être de véritables médias d'établissement, comment utiliser pédagogiquement une vidéo courte, et comment la fabriquer aussi en amont, comment la concevoir au besoin avec les élèves. Ce sont des modules de formation que nous proposons. Je pense aussi au MOOC autour de éduquer et former à l'ère du numérique, le MOOC EFAN, qui est un partenariat au départ de l'ENS Cachan et de l'ENS Lyon avec notre académie de Clermont-Ferrand et qui a été étendu notamment, je le dis ici, dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l'Académie de Lyon et à l'Académie de Grenoble notamment. Et dans ce MOOC-là, l'Académie de Clermont-Ferrand est précisément en charge du module information, désinformation. Ce sont aussi les séminaires autour de l'esprit critique que nous avons développé. Nous en avons tenu un au mois de mars dernier, auquel j'avais eu le plaisir d'assister. Et puis un autre qui va se tenir, qui se tient dans quelques jours, autour de sciences, controverses et esprit critique à nouveau.
Tous nos enseignants nous disent combien ils sont vraiment attachés à participer à ces séminaires. C'est pas une participation passive, hein, c'est une participation extrêmement active. Et j'ai pu observer qu'ils sont vraiment des acteurs extrêmement importants sur ce terrain-là. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, je les en remercie. Je vous en remercie pour ceux qui sont dans la salle. Former nos enseignants, mais évidemment former nos élèves. Je pense que tous les concours scolaires qui sont organisés dans notre académie comme dans toutes les autres sont extrêmement utiles, médiatiques bien sûr. Je dois dire un mot d'un concours qui va avoir lieu cette année dans l'académie de Clermont-Ferrand avec le journal La Montagne qui va fêter ses 100 ans. Hein, c'est vraiment le journal local de référence dans toute l'Auvergne. Partie dans le Limousin aussi. Ce journal qui fête ses 100 ans, ça va être l'occasion, ce centenaire, de permettre à beaucoup de classes, à beaucoup d'élèves, de participer à la confection de la une de La Montagne, hein, donc de la fabrication de la première page. Et alors il y a bien sûr ce résultat final qui va être vraiment intéressant pour les élèves, choisir un titre éditorialisé en quelque sorte, mais c'est tout un travail qui est fait en amont dans les classes et qui va être fait aussi au sein de la rédaction de La Montagne pour découvrir ce que sont les métiers de la presse, et notamment ici de la presse écrite, la presse quotidienne régionale. Je crois que c'est vraiment une très belle initiative. Je suis très heureux que La Montagne ait demandé à l'Académie de Clermont-Ferrand vraiment qu'on fasse ce travail ensemble, qu'on travaille très, très étroitement ensemble. Enfin, évidemment, il y a tout ce qui a trait aux journaux, d'établissement. J'ai toujours trouvé que c'était une très belle initiative qu'existe des journaux propres aux établissements. C'est une manière aussi de se rendre compte pour nos collégiens ou nos lycéens de la manière dont se fabrique l'information. Quand elle se fabrique, c'est là qu'elle peut parfois, en même temps qu'elle se forme, se déformer. Et c'est très utile de se rendre compte soi-même qu'en mettant tel ou tel titre à la tête d'un article, eh bien, on peut en travestir en quelque sorte le contenu, ou au moins le contenu apparent. S'agissant des médias audiovisuels, je pense évidemment, je l'indiquais tout à l'heure, aux web radios qui existent dans plusieurs de nos établissements, ou à la télévision lycéenne. On a une télévision lycéenne à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, qui est qui a une fréquence attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voilà quelques mots vraiment introductifs, brefs. Mais je le redis, qui je crois s'inscrivent au cœur de ce qui fait notre réflexion d'aujourd'hui. Et on en revient toujours à ce qui nous est le plus précieux, ce bien commun. Ce bien commun, c'est l'éducation. C'est bien sûr l'éducation aux médias, mais c'est l'éducation beaucoup plus large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je vais appeler les participantes et participants de la dernière table ronde à venir me rejoindre. Donc, par ordre de prise de parole, mais vous pouvez arriver en même temps, bien sûr. Nicolas Piquet. Donc, Nicolas Piquet, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie. Non, mais venez en même temps, sinon ça fait un peu cérémonie des Césars. Nicolas Piquet, vous êtes enseignant-chercheur en philosophie, vous êtes formateur à l'ESP de Grenoble. Valentine Favel-Capoyan, vous êtes professeure documentaliste et formatrice au numérique éducatif à l'ESP de Lyon. Divina Fraumeg, à mes côtés, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Et vous êtes également présidente de l'ONG Savoir Devenir. Florence Belaine, vous êtes directrice culture, sciences et société de Pop Science, qui a amené son kakémono de l'université de Lyon. Et enfin, Pascal Charpentier et Marion Navarro, respectivement proviseurs et professeurs de sciences économiques et sociales au lycée du Parc à Lyon. Donc on a une table ronde très chargée. Moi, j'avais juste envie de faire un petit mot d'introduction par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin et par rapport à ce qu'on va se dire maintenant. Je crois que la question de la désinformation, de la malinformation, qui prend aujourd'hui le nom de fake news et qui peut-être demain prendra d'autres appellations, est à l'interface des préoccupations
de la pédagogie, de la transmission du savoir, comme on l'a vu, des préoccupations de la recherche et du politique. Du politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le débat, c'est-à-dire les enjeux de pouvoir, c'est-à-dire les politiques publiques. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça? Et vous l'avez dit, monsieur le recteur Delaunay, la question du commun, la question du nous. C'est le nous qui est en question, c'est la démocratie. Quel monde voulons-nous demain? Comment le construisons-nous en commun, dans le respect de l'autre, dans la bienveillance, mais aussi pour faire une société de progrès, une société émancipatrice, une société qui mise sur la connaissance et le savoir pour être d'une manière générale meilleure. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, rassurez-vous, je vais arrêter de parler. Avec vous, Nicolas Piquet, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Donc vous avez une double casquette, chercheur formateur, vous êtes philosophe. Comment vous voyez à la fois sur le plan de l'utilisation peut-être de la recherche en SP, la transmission aux futurs enseignants, ces questions de désinformation, et sur la tension qui peut y avoir, le hiatus qui peut y avoir entre le droit à l'information et la libre expression. Je vous remercie. En 5 minutes, évidemment. Oui, bien sûr. J'avais prévu de partir, alors j'espère que je ne vais pas trop répéter par rapport à ce qui a été dit ce matin, et je m'excuse de ne pas être là, j'avais cours. Je pensais partir faire un petit détour et revenir à votre question. Partir de ce qu'avait dit la porte-parole de Donald Trump lorsqu'elle avait fait pour la première fois référence aux faits alternatifs. Alors elle s'appelle Conway, j'ai oublié son prénom, j'en suis désolé pour elle. Et à ce moment-là, on lui avait fait beaucoup d'honneur en disant finalement elle est nietzschéenne, elle cite Nietzsche. Bon, alors je voudrais partir de ça sans faire un trop long développement sur Nietzsche, parce que c'est vrai qu'effectivement, vu de loin, ça paraissait ressembler à ce que dit Nietzsche, qui est un philosophe allemand de la fin du 19e siècle, qui, dans un aphorisme très célèbre, a dit il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Alors ça semble ouvrir le champ justement à une espèce d'interprétation dérégulée, assez compliquée, qui peut donner lieu à une espèce de relativisme. S'il n'y a que des interprétations, alors donc tout se vaut, ça veut dire qu'il n'y a plus de vérité. Alors Nietzsche a bien dit ça, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Mais il a aussi dit, et on oublie évidemment souvent la deuxième, enfin c'est pas la deuxième partie, c'est dans un autre aphorisme, dans un autre texte dans lequel il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des règles d'interprétation. C'est-à-dire que être en mesure d'interpréter des faits, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'il n'y a que des interprétations que toutes les interprétations se valent. Et donc, ce qui est très important, c'est à la fois d'affirmer il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Je vais revenir sur l'enjeu politique, effectivement, pédagogique, absolument décisif de cette affirmation, mais en même temps de dire attention, il y a aussi des règles d'interprétation et on ne peut pas dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi. Et ça, Nietzsche, qui était philologue de formation, c'est-à-dire spécialiste de la langue, il était évidemment très attentif à cette dimension très régulée et absolument régulée de l'interprétation. Alors, je reviens sur il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est quelque chose qui est à la fois très compliqué, vous en avez parlé ce matin et on n'a pas fini d'en parler, bien entendu au-delà d'aujourd'hui, c'est que on a cette capacité à prendre position, c'est ce qu'on appelle aussi le perspectivisme, c'est-à-dire qu'on voit les choses d'un certain point de vue et on sait très bien, on a toute cette expérience que par exemple entre frères et sœurs, on n'a pas le même souvenir par exemple d'un événement familial, pourtant l'événement a bien eu lieu, mais moi je m'en souviens, mon frère ne s'en souvient pas, et donc on se dit c'est quoi la réalité, c'est quoi la vérité? Il y a bien une réalité factuelle, mais en même temps on n'en a pas tous le même souvenir, donc on peut partir de cet événement comme ça très anodin, très familial, et puis pour comprendre ce que c'est que ce perspectivisme et cette interprétation. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel, ça a des enjeux démocratiques absolument décisifs. Si on est en mesure de dire que personne, c'est ça que veut dire Nietzsche quand il n'y a pas de fait, il y a d'interprétation, c'est que personne ne peut se prévaloir d'une position qui lui permettrait de dire ce qu'est la vérité avec un grand V. Si quelqu'un est en mesure de dire partout, tout le temps, je suis le détenteur de la vérité, alors il n'y a plus de démocratie. Alors on ne va plus débattre. Si quelqu'un peut, de point de vue qui est le sien, qui serait un point de vue supérieur, surplombant, supérieur aux autres, dire moi je sais c'est que la vérité, donc vous n'avez plus qu'à suivre ce que je vous dis, à mémoriser ce que je vous dis et à le répéter éventuellement. Donc cette importance de l'interprétation, c'est quelque chose qui est vraiment au fondement de notre société démocratique, c'est-à-dire la reconnaissance que, il n'y a pas de vérité univoque partout, tout le temps, et que les faits, ils sont soumis à interprétation. Et c'est quelque chose qui est absolument décisif. On pourrait dire, je vais le dire un peu rapidement, que notre modernité, elle est née
XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de cette reconnaissance de l'interprétation. Et que même ce qui se donnait comme le texte de la vérité, à savoir la Bible, eh ben, on a reconnu qu'il fallait l'interpréter, qu'il fallait le remettre dans le contexte. Et que le message de la Bible, qui était censé être la vérité avec un grand V, eh ben, il pouvait être interprété, et il devait même être interprété. Donc ça, c'est la première racine de notre modernité, c'est la reconnaissance de l'interprétation. Il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a des façons de dire cette vérité ou de s'approcher de cette vérité. Et puis, il y a un deuxième ressort très important, c'est le ressort individuel. C'est l'individu démocratique, les individus que nous sommes dans une société démocratique, on a le droit de prendre la parole pour dire ce que nous pensons des faits. On a le droit de prendre la parole pour dire ce que la vision qui est la nôtre de la réalité qui est la nôtre, de la réalité collective, dans un débat, la réalité économique, on a le droit de prendre une interprétation plus libérale ou une interprétation plus social-démocrate de la réalité économique. Et donc cette interprétation, l'importance de l'interprétation, c'est à la fois une importance démocratique et aussi une importance individuelle. Alors évidemment, une fois que j'ai rappelé ça, et je ne vais pas être beaucoup plus long, il faut en même temps avoir en tête, encore une fois ce sur quoi insistait Nietzsche, à savoir cette importance de l'apprentissage des règles de l'interprétation. Et c'est là qu'on retrouve les enjeux proprement pédagogiques ou éducatifs, c'est qu'il faut apprendre aux élèves non seulement à prendre la parole pour non pas simplement délivrer leur opinion, j'aime pas, mais être en mesure de bâtir une interprétation. Alors ça peut prendre la forme d'une dissertation, ça peut prendre la forme d'un exposé, etc. Mais donner la parole aux élèves pour qu'ils puissent, encore une fois, livrer ce qu'ils pensent d'un problème et qu'ils le livrent de manière argumentée. Et alors ça, cet apprentissage des règles de l'interprétation à travers des méthodologies particulières, encore une fois, la dissertation, l'exposé, etc., c'est évidemment très compliqué. Et c'est très compliqué parce que les élèves ont l'impression, parce qu'ils ont grandi, ils ont été élevés dans cette société démocratique, ils ont l'impression que la démocratie, ça se résume à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, ce qui est vraiment très important. Mais à l'école, il faut qu'on les convainque, alors de manière non humiliante, de manière accompagnée, mais qu'on les convainque de la nécessité d'enrichir leur interprétation. Et l'enrichissement de l'interprétation, ça passe par cet apprentissage, parfois un petit peu ardu, parfois un peu difficile, parfois même carrément très pénible, de ces règles de l'interprétation qui consistent à dire qu'on a évidemment le droit de donner son avis, mais un avis informé. On a évidemment le droit de délivrer son opinion, pardon, pas son opinion justement, son interprétation, à condition que cette interprétation soit régulée et soit encadrée par, encore une fois, des méthodes qu'on est là pour transmettre aux élèves. Alors, je vais m'arrêter là, mais il me semble qu'il y avait... il me semble que la complexité de cette question du traitement de l'information, elle tient à cette complexité, c'est-à-dire cette dimension fondamentale. Si nous vivons dans une société démocratique, c'est parce qu'on reconnaît aux individus le droit à l'interprétation. Il n'y a pas une vérité univoque à laquelle on devrait se soumettre. Et en même temps, donner son avis, délivrer son interprétation, c'est quelque chose de compliqué. Et il faut que les élèves apprennent à la fois cette importance de l'interprétation et en même temps c'est aussi une joie, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important de réussir à prendre la parole, de réussir à exprimer son point de vue sur un fait, sur un événement, sur l'interprétation d'un texte. C'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais ça prend du temps. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois qu'on réponde à cette dimension à la fois individuelle et démocratique. Et voilà, on peut penser que les deux sont liés, et qu'en même temps, on rende sensibles les élèves au cadre, aux règles à l'intérieur desquelles ils peuvent et ils doivent s'exprimer pour pouvoir donner leur interprétation sur telle ou telle question. Alors, voilà, j'étais un peu général, mais c'était ce à quoi je suis sensible en tant que prof de philo sur cette question absolument décisive de l'interprétation des faits. Merci, on aura l'occasion de revenir peut-être avec vous dans les questions sur l'accompagnement, la formation des enseignants à ces sujets-là, parce qu'eux non plus n'ont pas la science infuse, et c'est heureux, j'ai envie de dire. Alors c'est Kellyanne Conway, hein, la conseillère Donald Trump, c'est pas moi qui parle de Donald Trump pour une fois, donc c'est bien que ce soit vous, qui a parlé avant-hier de junk science à propos de la génétique. Donc elle est assez forte en expression, en invention d'expression, la junk science, comme on dit la junk food, et bien maintenant il a la junk science, c'est pour elle la manière dont la génétique fonctionne, donc ça en dit long sur la démocratie américaine, mais on va s'arrêter là. Donc, on continue avec les formateurs et formatrices en SP, donc avec Valentine Favel-Capoyan. Merci beaucoup de votre présence. Donc vous êtes formatrice au numérique éducatif, vous travaillez avec les futurs enseignants en SP. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision du sujet de cette table ronde, et si vous avez peut-être un ou deux exemples ou une ou deux illustrations à nous présenter aujourd'hui?
Alors oui, je suis formatrice à l'ESP dans ce qu'on appelle le numérique éducatif, enfin anciennement les TIS. Donc j'interviens auprès des stagiaires et des enseignants aussi qui sont en poste, donc ou futurs enseignants ou enseignants déjà en activité, et aussi on intervient auprès des étudiants de l'université Lyon 1 en général. Donc on intervient soit dans ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, soit dans des enseignements qui sont plus largement nommés compétences numériques, donc qui sont très larges. Alors, dans ces enseignements-là, de compétences de culture ou de compétences numériques, on est un certain nombre de formateurs à vouloir aller un petit peu sur cette thématique dont on a parlé aujourd'hui, celle de l'évaluation de l'information et aussi celle de la question de l'offre informationnelle, du droit à l'information, de la libre expression, etc. Donc, de dépasser un petit peu souvent des cadres qui sont purement techniques pour aller sur des notions d'enjeu. Donc c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas forcément les cadres pour faire ça, j'allais dire. Alors je vais montrer quand même qu'il y a des possibilités et pour ça je vais prendre 2 exemples précis. Le premier, c'est dernièrement j'ai dû intervenir dans un enseignement en seconde année de médecine sur justement la culture numérique. En gros, on avait 4 heures pour aborder cette notion très très large avec eux. Et bien, en réfléchissant avec les collègues, on a décidé de partir sur des thématiques qui pouvaient être d'actualité, qui pouvaient les aider dans leur métier de futur médecin. Et entre autres, on a abordé un sujet un peu à la mode qui est celui des données personnelles. Et bon, une fois qu'on leur a expliqué ce que c'était que le fameux RGPD et les droits et les devoirs, on s'est dit comment aller un peu plus loin. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ces étudiants en seconde année de médecine n'avaient pas une idée très précise de ce que c'était une donnée et surtout donc comment on la collectait, de quoi elle était constituée et encore moins de comment des données pouvaient faire une information. Et de ce fait, on est allé utiliser ensemble des jeux de données sur les données ouvertes qui sont sur data.gouv et de visualiser l'ensemble de ces données, les thématiques. Alors, bon, évidemment, ils sont allés sur des thématiques qui les intéressaient, en tant que thématiques de la santé, en l'occurrence, par exemple, le temps d'attente dans les services d'urgence. Et en voyant toutes ces données, et tout d'un coup, ces données brutes qui pouvaient manipuler, on en est venu quand même à parler sur les questions de fiabilité de l'information et aussi de droit à l'information, puisqu'ils ont eu vraiment le sentiment là d'avoir affaire à quelque chose qui relevait, c'est bête à dire, mais de la démocratie, c'est-à-dire accès à des informations que tout le monde pouvait avoir. Donc ça me semble une expérience qui est intéressante et je me dis il faudrait qu'on arrive à développer à l'université des situations où vraiment on puisse travailler avec eux, là en l'occurrence là c'est du data journalisme, mais des vraies situations de démocratie. Comme on l'a beaucoup dit, on a dit l'éducation aux médias, c'est de travailler avec eux, les rendre acteurs, etc. À l'université, ça se fait quand même pas si souvent que ça, et quand on le fait, on voit tout d'un coup que c'est porteur de sens. Alors l'autre exemple que je voulais prendre, c'était par rapport à la cartographie des controverses. C'est quelque chose qu'on fait, en l'occurrence, avec les enseignants. Donc, cartographie des controverses, je pense que vous êtes peu nombreux à voir ce que c'est, mais l'idée c'est d'avoir tous les points de vue sur un sujet donné et de faire la controverse sur un sujet qui pose controverse. Donc, on propose ça en l'occurrence en formation continue dans le cadre d'une formation qui s'appelle Esprit critique et démarche scientifique. Et pour revenir à ce que disait le collègue, c'est que on se rend compte que les enseignants ont beaucoup de mal, en fait, même eux, en étant enseignants, à exprimer des points de vue, à se forger un point de vue sans avoir le sentiment d'être dans seulement l'opinion. Et puis dès qu'on est dans la controverse, il y a la peur de choquer, la peur de se retrouver de heurter les élèves, etc. On avait pris pourtant des sujets qui étaient qui nous semblaient assez anodins, entre guillemets, l'égalité homme-femme, le glyphosate, et ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Alors, je voulais juste, pour conclure, citer Alexandre Serres dans un livre qui s'appelle Dans le labyrinthe, qui dit en fait, je vais reprendre la phrase exacte, la façon dont nous évaluons l'information traduit notre être au monde informationnel.
Et je voulais dire que je pense qu'il est essentiel que nous accompagnions et les enseignants et les élèves et les étudiants à la construction de leur être au monde informationnel, et que ces questions justement de liberté d'expression est un bon moyen de le faire, et il faudrait qu'on développe des structures qui permettent de le faire à l'université. Voilà. J'aime bien cette expression d'être au monde informationnel, étant donné que sur Internet, on est très souvent dans la mise en scène de soi, et en fonction de ce qu'on a envie ou ce qu'on met en scène de soi, pas forcément d'ailleurs complètement volontairement, eh bien, ça dit aussi des choses sur nous, ça dit aussi des choses sur notre rapport aux autres, et ça, c'est également des sujets pour la science. Pascal Charpentier et Marion Navarro, je vous propose d'intervenir en binôme, mais vous n'êtes pas obligés de suivre ma proposition. Vous pouvez tout à fait dire des choses complètement séparées, mais comme vous êtes tous les deux, vous travaillez tous les deux au lycée du Parc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites avec vos élèves en matière soit pédagogique, soit dans le cadre de la socialisation au lycée? Et ce qui est bien, c'est qu'on a une professeure de sciences économiques et sociales. Donc aujourd'hui, on aura eu vraiment des professeurs issus de différentes disciplines. Et je trouve c'est intéressant d'avoir un point de vue disciplinaire qui est toujours différent d'un autre, mais complémentaire. Alors, faites comme vous voulez, si vous voulez intervenir, dire des choses différentes. Je peux parler, moi, de mon expérience de prof de sciences économiques et sociales. Après, c'est forcément un point de vue différent de celui d'un proviseur, parce qu'on n'a pas le même contact avec les élèves, dans des circonstances sont différentes. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai 3 cas de figure dans lesquels je suis en contact avec les élèves, soit dans le cadre d'un cours de sciences économiques et sociales, soit dans le cadre du suivi des travaux pratiques encadrés, et troisièmement, dans le cadre de l'éducation morale et civique. Et ce sont 3 situations qui sont assez différentes, notamment par rapport à ces questions-là de droit à l'information, de liberté d'expression. Alors tout d'abord, dans le cadre de mon cours de sciences économiques et sociales, là je vais évacuer ce qui relève du débat d'opinion et des jugements normatifs. Et donc un des enjeux du cours va être justement d'apprendre aux élèves cette distinction entre les jugements de valeur et les jugements de fait, pour justement se concentrer sur l'étude des faits de société, et donc premièrement de la façon dont on peut établir ces faits. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment compliqué, parce que tout d'abord, les élèves spontanément ne font pas forcément la différence entre ces 2 niveaux. Et ensuite, c'est pas toujours évident d'établir ce qui est, même si on est dans une volonté d'un rapport objectif, parce que justement, les faits sont construits. Il y a des controverses scientifiques, et leur apprendre à distinguer ce qui relève d'une controverse scientifique de ce qui relève d'un débat d'opinion, c'est pas du tout évident. Alors en sciences économiques et sociales, on apprend les méthodes, notamment les méthodes empiriques, donc sur la façon dont on peut tout d'abord constituer les données et la façon dont on va les analyser, les biais qui peuvent exister. Et donc ce qui marche bien auprès des élèves, c'est de montrer justement des situations où on avait d'apparence un protocole sérieux, et pour autant des biais qui ont été introduits parce qu'on n'avait pas tenu compte de certains paramètres, pour justement inculquer aux élèves une certaine vigilance épistémologique. Alors l'exemple classique qu'on donne en sociologie, c'est le problème qu'a pu rencontrer Durkheim, qui a voulu étudier le suicide, et qui avait totalement sous-estimé le suicide des catholiques, parce qu'au moment de l'enregistrement du décès, très souvent les médecins enregistraient le décès en mort naturelle, parce que les familles le demandaient, parce que le suicide est condamné par l'Église, et ça a faussé du coup son analyse de l'influence de la religion sur le suicide, parce qu'au départ, ces données avaient été biaisées, alors même que Durkheim n'avait pas du tout une volonté, bien sûr, de biaiser son échantillon. Et donc voilà, de montrer toute cette réflexion qu'il faut avoir sur la façon dont les données sont collectées. Alors bien sûr, il y a des liens aussi plus contemporains, par exemple sur l'analyse de la délinquance ou l'analyse du vote, la sous-estimation du vote FN, parce que justement, dans les déclarations, il va être sous-déclaré. Mais c'est ensuite l'apprentissage de méthodes pour analyser ces données. Donc par exemple de distinguer ce qui relève d'une corrélation ou d'une causalité. Donc là aussi de montrer des données dans lesquelles de fortes corrélations apparaissent,
mais où on peut voir qu'en fait derrière il n'y avait pas de lien de causalité parce que c'était d'autres variables en fait qui expliquaient cette corrélation. Ça, ce sont des exercices qui marchent bien auprès des élèves pour les sensibiliser en fait à l'existence de difficultés en fait dans tout simplement la définition de ce qui est. Alors pour autant, il ne faut pas non plus que cette éveil critique, on va dire, les conduisent du coup à douter de tout et à verser dans le relativisme. Et c'est là où je rejoins ce que disait Nicolas Piquet sur cette idée qu'il y a justement des règles et que donc en lien avec ça, on peut justement hiérarchiser en fait les données, montrer que justement il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres pour établir des faits. Et donc de ce point de vue-là, tout ne se vaut pas et il y a des thèses qu'on peut écarter. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des débats justement sur les méthodes et qu'il n'y ait pas une vérité absolue à un moment donné, mais que par la recherche justement on avance dans l'établissement de ces faits, la compréhension de ce qui est. Alors ça, c'est quelque chose qui est très utile aussi pour les élèves au moment de la rédaction donc, de leur TPE, la travaux pratiques encadrés, puisque là, c'est beaucoup moins encadré que dans le cadre d'un cours. Donc, ce sont les élèves qui choisissent un sujet. Et là, ils sont livrés à eux-mêmes pour trouver les informations qui sont utiles pour traiter leurs données. Et donc, ce n'est pas moi qui ai préchoisi les faits qu'on allait étudier. Et là, très souvent, les élèves, en effet, ont de grandes difficultés à distinguer des informations de qualité de fausses informations. Et donc là aussi, c'est tout un apprentissage sur la vérification justement des sources, donc apprendre un petit peu à reconnaître des sources qui ont l'air plus fiables que d'autres, de toujours avoir ce réflexe de regarder d'où viennent les données qui sont mises en avant dans tel ou tel article, puisqu'il est impossible qu'un élève ou quiconque connaisse parfaitement tous les acteurs, puisse évaluer leur qualité. Donc il faut arriver par soi-même à développer des outils pour hiérarchiser un petit peu les informations. Et globalement, quand même, on voit que les élèves arrivent de mieux en mieux en fait, à trier au sein de tout ça, grâce justement à cette pratique. Et en ce sens, voilà, c'est pas leur interprétation personnelle, c'est justement de voir qu'il y a des règles communes, justement qui relèvent d'une vigilance épistémologique pour arriver à trier justement parmi ces informations. Alors ensuite, l'autre élément qui me semble important, c'est justement au niveau des débats d'opinion, puisque ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans le cadre d'une controverse scientifique que pour autant, là, toutes les opinions se vaudraient et qu'on peut tout d'un coup dire tout et n'importe quoi. Et là, du coup, je me baserai plus sur ce que je peux faire dans le cadre de l'éducation morale et civique, où là, on nous demande d'aborder des thèmes qui ont une dimension normative, donc on n'est plus dans le cadre des sciences économiques et sociales, où par exemple on vise à établir l'évolution de la délinquance. Bon, là c'est un jugement de fait, comment la délinquance a évolué. On ne demande pas l'avis des élèves sur ce sujet. Par contre, en éducation morale et civique, là c'est différent. Je pense notamment par exemple en terminale, il y a un thème sur biologie, éthique, environnement. Donc par exemple, une année avec ma classe, on avait étudié le cas de l'euthanasie. Évidemment, là il n'y a pas une opinion qui serait supérieure à une autre, ça va dépendre de ses croyances, de ses convictions. Mais pour autant, ce que je veux apprendre aux élèves, c'est que même dans le cadre d'un débat d'opinion, il y a une éthique de la discussion à respecter et que justement, il faut que ça s'articule aussi, que les jugements de valeur s'articulent à des jugements de fait. Et donc, concrètement, dès qu'on va aborder une question en classe, on commence toujours par un travail en fait de fond sur le thème. Donc en l'occurrence sur l'euthanasie, on a commencé tout d'abord par regarder quel était l'état de la législation en France, et ensuite d'étudier différents cas de figure, donc à travers des cas qui s'étaient présentés, pour que justement les élèves arrivent à avoir une vision assez juste de ce qui est, pour ensuite se construire une opinion personnelle sur cette situation. Mais très souvent on voit que suite justement à cette analyse d'une situation, l'opinion des élèves change parce que leur opinion était fondée sur des préjugés, et voyant que finalement la réalité n'est pas celle qu'ils croyaient, eh bien ils vont changer d'opinion. Alors il reste toujours des différences d'opinion entre les élèves, puisque justement c'est pas l'état de la réalité qui va impliquer une opinion, donc ça n'empêche pas du tout un pluralisme de la pensée, mais ça évite justement des opinions qui ne seraient pas bâties sur
qui serait bâti sur des préjugés et la nécessité du coup de toujours confronter son opinion au réel. Et dans les débats qu'on organise, je mets toujours justement en avant cette exigence de ne pas dire des choses qui seraient en contradiction avec les faits qu'on avait pu établir avant et de toujours justement argumenter sa position. Et donc c'est vraiment de cette éthique de la discussion. Et ça, on a pu le faire sur de très nombreux sujets. Donc en première, il y a un thème sur la société de l'information, et donc on avait traité justement tout ce qui est gestion de données personnelles, protection de la vie privée. Là aussi, en mettant en avant des cas de figure particuliers, il y a des élèves qui n'avaient pas pensé en fait à telle implication de telle position et qui du coup, se rendant compte de ça, changent d'avis. C'est toujours intéressant de justement articuler ces deux niveaux et pour ma part, en tout cas, j'estime que mon travail en OMC a été effectué si à la fin de l'année, ils ont intégré le fait que même quand on est dans le cadre d'un débat plus politique, il est nécessaire de se renseigner au préalable et de ne pas exprimer un avis si on n'a pas justement une connaissance un petit peu de la réalité. Alors ça ne veut pas dire que la parole doit être confisquée par les experts, mais d'avoir un petit peu une vigilance aussi par rapport à sa vision spontanée. Merci beaucoup. Alors, monsieur le proviseur, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de certaines initiatives que vous avez prises dans votre lycée, soit que vous avez poursuivies, qui ont trait à l'apprentissage de la citoyenneté, la socialisation, le rapport à l'information que peuvent avoir les élèves, donc en dehors des cours. Donc là, on est dans la cour ou de toute façon en dehors des cours. Bien, je vais citer 2-3 exemples pour répondre à votre question. Dans un premier temps, je voudrais quand même dire que je suis venu avec un professeur et que c'est extrêmement important parce que la classe, d'abord, est le lieu, effectivement, de la relation, le lieu où les messages passent. Et en tant que proviseur, je le constate tous les jours, c'est la relation entre le professeur et sa classe, qui est au cœur, d'ailleurs, du débat dont on parle aujourd'hui, à savoir l'information, la communication, et ça a été très bien illustré par Madame Navarro. J'ai suivi les travaux de ce matin et permettez-moi de faire quelques petites réflexions personnelles parce que j'ai été aussi interpellé sur un sujet extrêmement intéressant, j'ai trouvé très intéressant. Je ne suis moi ni philosophe, ni sociologue, ni spécialiste de l'information, de la communication. Je suis physicien d'origine, donc j'ai appris quand même que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Et donc quand monsieur Sylvain Delouvet ce matin a dit « L'homme a-t-il marché sur la Lune ?» Moi j'en suis absolument convaincu, mais je suis quand même allé sur Internet, puisque j'ai comme tous les élèves et tous les collègues ici un téléphone portable et que ça va très vite maintenant sur Google. C'est au cœur de ce colloque-là. Et j'ai tapé juste « L'homme a-t-il marché sur la Lune ?» ce que j'avais jamais fait avant, parce que je suis absolument persuadé qu'il a marché sur la Lune, tout comme pour les Twin Towers à New York en 2001. Mais ça, j'avais été voir un petit peu quelques sites là-dessus. Effectivement, les premiers sites qui arrivent sur Google sont des sites en réalité de complotistes qui contestent cette théorie, ou du moins ce fait. Donc ça m'a interpellé. Je me tourne donc vers les lycéens qui sont quand même assez nombreux cet après-midi. Et effectivement, j'ai envie de dire, j'ai le message implicite de ce colloque, c'est faites énormément attention à ce que vous regardez effectivement sur Internet. Et voilà, bon, je ne vais pas redévelopper ce que d'autres ont très bien développé. Et puis, il y a une question qui m'a aussi interpellé, c'était cette conférence est-elle un succès ou un échec ? Et monsieur Delouvet a dit, si je considère que c'est un succès, je vais expliquer pourquoi. Si je considère que c'est un échec, je vais expliquer pourquoi. Puis je me suis demandé où était la vérité d'ailleurs. Je me suis dit, au fait, c'est vrai, est-ce que c'est un échec ou un succès ? Ce que tout le monde peut se poser d'ailleurs comme question. Et puis, je ferai simplement l'analyse suivante, c'est que pour savoir si c'est un échec ou un succès, il faut avoir une démarche scientifique, qui se fixe des objectifs, qui se fixe des indicateurs. Et donc on revient
à la notion de démarche scientifique pour répondre à une simple question et pour ne pas tomber dans quelque chose de parfaitement subjectif. J'ai bien aimé aussi, et j'arrêterai là, ce qui a été dit aussi sur la dérégulation de l'information, en métaphore avec la dérégulation climatique. Je ne sais pas si tous les membres ici ont eu le petit schéma qui m'a interpellé sur l'évolution du taux de revue prédatrice. Donc j'ai appris des choses par discipline. Ces 6 schémas, moi ce que j'ai constaté tout de suite, c'est qu'à partir de 2011, toutes les courbes sont croissantes. Comme on dit, je suis un scientifique, donc la dérivée est positive. Les courbes sont croissantes. C'est impressionnant. Les jeunes d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même monde qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et je le répète, là encore, on est parfaitement au cœur de la thématique de ce colloque. Alors sur l'école, avant de donner quelques exemples, Monsieur le recteur de Clermont-Ferrand a évoqué un petit peu l'école, et on est du lycée à l'université. Et sur cette table ronde, c'est le droit à l'information et la libre expression. Je crois pouvoir dire que l'école, dont le rôle est de former les esprits, et des esprits critiques, a plutôt bien rempli son rôle. Alors là encore, ça peut être débattu, mais depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, et elle s'est adaptée à tous les nouveaux moyens d'information, de communication qui ont été. Elle s'est ouverte. J'ai entendu aussi parler de sanctuarisation, de sanctuaire. Je pense que avant, l'école était le seul lieu de la connaissance. Il faut remonter il y a longtemps, hein, et que ce que l'on vit aujourd'hui avec l'ère numérique, c'est qu'on peut avoir de la connaissance absolument partout, mais pas forcément de la bonne connaissance, peut-être aussi de la mauvaise connaissance. L'école y réussit, je dirais, par la qualité de ses enseignements et par la qualité de ses enseignants. Je reviens par là à la classe, au lieu classe, là où toutes les choses se passent. Par la qualité de ses enseignements, par la rigueur de son fonctionnement et par le cadrage, par ses valeurs et ses principes. Parce qu'effectivement, Madame Lavarot l'a dit, toutes les paroles ne se valent pas, et c'est aussi à l'école qu'on apprend cela. Mais ça doit être encore aussi, pour les adolescents qui nous sont confiés, il y a quelque chose d'extrêmement important dans le processus de formation des esprits et psychologique, on va dire, c'est les repères. Et donc l'école joue aussi son rôle de repère intellectuel. C'est là où les débats ont lieu, c'est là où l'esprit critique se forme, et c'est extrêmement important. C'est un lieu de partage, d'apprentissage, apprentissage de vie, de liberté, d'échange intellectuel et culturel. Alors, quelques exemples dans la vie. On est plutôt dans la vie de lycée. Je suis obligé de dériver un peu sur la libre expression, on va dire, et sur la citoyenneté. Oui, il y a aussi, et là l'école a évolué. On pourrait analyser, je vais pas me livrer à cette analyse, mais l'école a évolué et a voulu placer la citoyenneté au cœur de l'établissement scolaire. On le fait depuis longtemps, mais ça se fait de mieux en mieux avec les expressions par l'élection des délégués de classe, la création des conseils de vie lycéenne. Donc sur le terrain de la citoyenneté, oui, on permet à nos lycéens une libre expression et on leur explique un petit peu comment une démocratie s'organise. Et je crois même si tout n'est pas parfait, on y arrive plutôt bien dans les différents établissements scolaires. Voilà, on pourrait parler aussi des journaux lycéens, des conférences. On organise nous aussi de nombreuses conférences, donc on fait attention à la qualité des conférenciers. Voilà, il y a eu quelques polémiques au sein des salles de professeurs sur certaines conférences que nous avons gérées collégialement, dans un esprit ouvert aussi avec les professeurs. Et puis donc les journaux lycéens qui sont l'expression, et l'intervenant du Clémy est au cœur aussi de cette mise en œuvre, enfin des journaux lycéens. On donne la possibilité, parce qu'on a parlé aussi de web radio et de télévision, on donne la possibilité aux jeunes lycéens de créer et de justement réfléchir sur l'information qu'ils vont donner à travers ou des journaux, ou des radios, ou des télévisions.
Merci beaucoup. Donc, vous avez bien profité effectivement de ce qui a été dit ce matin. Et ce qu'on a voulu dans la journée, c'est réfléchir à la transition de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Donc, pour partir de ce sujet original de la désinformation, pour remettre sur la table cette problématique. Donc, si on fait un petit saut, mais ça sera un saut de puce à l'université, puisque l'idée c'est aussi la transition du lycée à l'enseignement supérieur. Florence Belahen, est-ce que vous pouvez nous présenter Pop Science, donc qui a, dites-moi si vous allez me démentir si je me trompe, mais le bien fondé, l'objectif, c'est la valorisation scientifique, la vulgarisation, qui pour moi n'est pas du tout un mot négatif. Pour moi, la vulgarisation du savoir, c'est vraiment, je l'entends vraiment dans une acception positive. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites à l'Université Lyon avec Pop Science? Et je crois que vous avez un petit clip. Tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure, bon d'accord. Voilà. Alors je vous parlais d'abord. Juste, effectivement, donc nous, donc à l'Université de Lyon, donc cette confédération des universités des grandes écoles, on a donc tout un service de médiateurs. Nous sommes des médiateurs scientifiques et notre travail, c'est d'expliquer les recherches en cours, d'ouvrir les campus, de rendre visible qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce qu'un chercheur, etc. Et avec l'équipe, on a mené, donc on s'inscrit dans la tradition de l'éducation populaire, qui est vraiment important aussi dans cette histoire d'émancipation citoyenne, d'empowerment ici évoqué, mais avec l'idée de comment rendre plus visible ce qui est fait. Parce qu'effectivement, le problème, comme on l'évoque depuis ce matin, c'est la surinformation, et que le propos de nos experts, mais parfois ils sont dilués, ils sont encore moins accessibles que des gens qui ont des propos simplifiés, faux, etc. Donc nous, en tant que médiateurs, notre travail c'était de dire comment on peut encore plus mettre en valeur ces recherches de pointe et puis les rendre accessibles avec le plus grand nombre. Donc on a développé tout un portail, mais qui est plus qu'un portail, qui est une espèce de label Pop Science. Donc vous le voyez un petit peu sur le kakémono derrière, avec l'idée, et je rejoins un petit peu The Conversation ou France 5 qui a été évoqué, c'est de dire comment on rend accessible des choses compliquées de manière fun, de manière accessible, sans intimider, et de faire en sorte que tout le monde peut en être. Donc c'est vraiment, je pense qu'on a tous un travail à faire sur la forme, sur l'évolution de nos médias. Et c'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'on vous présente un petit teaser de notre dernière production, qui est donc un web magazine, un Pop Science Mag, sur l'intelligence artificielle. Et à partir de ça, vous verrez ce qu'on a voulu développer. Dans mon secteur, tout va très vite. Mon boulot, c'est d'analyser des données et de résoudre des problèmes. Je suis Nao, et je fais partie de la grande famille des agents d'intelligence artificielle. La semaine dernière, j'ai vécu une drôle d'histoire. J'étais avec mon copain Pepper, nous dansions tous les deux. Nous exécutions, à la perfection, le programme que l'on nous avait soumis quand soudain, paf. C'est pourtant lui, le programmeur, qui nous avait demandé de danser. Parfois, j'ai vraiment l'impression que l'on ne se comprend pas. Cette image me hantait. Je suis allée en parler à ma psychologue. Elle m'a proposé de me détendre et de remonter dans mon passé. Et là, j'ai tout lâché. Du test de Turing au deep learning, en passant par Dartmouth College et les systèmes experts. Oh là là, quel voyage! Cela m'a fait un bien fou. Il n'aura donc fallu que quelques minutes à ma thérapeute pour me soulager. Elle m'a fait comprendre que finalement, le problème ne venait pas de moi. Apparemment, il faudrait juste que l'on apprenne à se connaître.
vous et moi, dès maintenant. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? C'est que je pense qu'il y a aussi une histoire des formes, et voilà, ce à quoi on est attentif. Déjà, raconter la science, etc. J'ai le sentiment, parfois aussi en tant que maman, que le monde éducatif a inventé des choses très compliquées, des cartes mentales, des choses comme ça, et des fois, on raconte plus. Et je pense que voilà, là, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est aussi d'attirer, d'avoir des récits, l'art du récit, de raconter, voilà. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est l'humour. Utiliser l'humour, le décalage. Enfin voilà, ne pas avoir peur de ça. Et les masses médias l'utilisent aussi parfois. Enfin, simplifient les codes. Et c'est là où je pense qu'il faut aussi utiliser ces formes de rhétorique-là. Là, ce que l'on voit dans ce travail, qui est un travail énorme, fait à plusieurs personnes ici présentes, c'est un travail avec des scientifiques, des médiateurs, mais aussi des artistes. Donc c'est là où les artistes nous permettent des fois un regard sur les images, donc ça c'est intéressant aussi d'utiliser tout cet écosystème et de faire un travail de terrain. C'était évoqué ce matin. Nous, on voit par exemple sur Raconter la science, et bien Raconter la science, c'est ce qui se passe dans les laboratoires. Donc tout le web magazine est fait aussi pour ça. On va dans les laboratoires essayer d'en rendre compte. Et là où nous, on essaye de travailler, c'est sur la question des formes dans les médias numériques. Alors comme ça a été évoqué ce matin, comment d'articuler les réseaux sociaux que les jeunes utilisent avec nous, nos productions. Et je pense que là, on est face à un boulevard il faut qu'on y aille. Je pense qu'on a beaucoup de choses à expérimenter de ce côté-là. Alors, tout Pop Science, c'est autour de ça, de rendre visible ce qui est fait par les chercheurs. Donc, j'invite aussi les professeurs ici ou les lycéens à se rendre sur le portail qui donne tous les rendez-vous, les agendas, les ressources. On fait aussi des formes plus traditionnelles de rencontres. Parce qu'on se rend compte, pour le coup, qu'être en contact avec des chercheurs directs, il n'y a rien de tel aussi, et tout ça ne s'oppose pas, pour donner envie, pour faire comprendre. Donc par exemple, on forme des doctorants à de la médiation scientifique qui doivent raconter leur thèse et qui vont rencontrer des lycéens. Et ça, c'est, voilà, on est au langage de jeunes, on pose des questions, peut-être combien tu gagnes, c'est quoi, ça sert à quoi, c'était pas trop long comme étude, mais on se rend compte que voilà, oui, c'est aussi comme ça qu'on raconte aussi la recherche, etc. Donc ne pas trop impressionner aussi, rendre accessible. Et rapidement, tant que j'ai le micro, on m'a demandé de faire de la pub pour un MOOC, mais qui est vraiment très très bien, qui est porté par l'Association des musées de culture scientifique et technique, l'AMSTI, et c'est un MOOC qui s'appelle « Sur faire une médiation culturelle apaisée ». Donc le constat est que les médiateurs, qui soient comme nous à l'université ou dans les musées, les centres de sciences, effectivement, on se rend compte que la théorie de l'évolution, autant on pouvait en parler facilement dans un musée d'histoire naturelle avant, que maintenant ça devient compliqué. Donc, ou la sexualité. On a vu, par exemple, moi j'ai aperçu qu'une exposition sur la sexualité à la Cité des Sciences, il y a 10 ans, labellisé Titeuf était très bien accepté. 10 ans après, c'est des courriers, donc il y a une pression très très forte. Donc nous, en tant que médiateurs, on doit disposer d'outils pour justement faire face à cette tendance-là. Donc le MOOC en question, c'est vraiment justement donner des codes de lecture de ces tensions, pourquoi il y a des tensions. Et vraiment, je vous invite à aller voir cette ressource accessible à tous. Merci. La dédramatisation de la science, le fait de la rendre accessible, c'est vraiment quelque chose de citoyen, de démocratique très important. Alors, la CPU est en association avec le CNRS a un dispositif génial qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, qui permet de dire que la science, c'est pour tout le monde. Ça peut être rendu accessible à tous, même si ça demande un effort de la part des doctorants extrêmement pédagogique, même sur eux-mêmes. Si je suis capable d'expliquer ma thèse en 3 minutes, c'est que finalement je suis sur la bonne voie, et c'est une opération qui a un succès fou. Ça veut dire qu'il y a aussi une demande, je crois, de la part de la société d'être dans une exigence de savoir, dans une exigence de connaissance qu'un certain nombre de protagonistes dans certains médias, pas tous les médias, sous-estiment, je crois. Et ça humanise aussi. La force de Ma thèse en 180 secondes, c'est qu'on s'aperçoit que des doctorants, ça peut être des jeunes qui ont de l'humour, qui ne sont pas que les premiers de la classe, et qu'eux peuvent avoir aussi des revendications.
Donc je pense qu'on peut plus facilement s'identifier à un jeune comme ça que de se dire mais c'est que l'élite et j'y arriverai jamais. Absolument, je vous rejoins complètement. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, même si maintenant, 15 ans après, je suis incapable de résumer ma thèse en 180 secondes. Divina Frau-Meg, on va passer à vous avec toujours ces questions de formation et de recherche. Moi, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de cette occasion de réfléchir sur la désinformation pour réaffirmer le pouvoir citoyen, le pouvoir scientifique de la recherche, et comment la recherche peut être utilisée par les décideurs, par les politiques, pour créer ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté numérique, ce que vous expliquez dans un article de The Conversation paru hier matin, dimanche soir. Oui. Merci de cette opportunité de parler et puis de vous rencontrer et de rencontrer beaucoup de jeunes. Je vais peut-être commencer à l'envers ma démonstration parce que je suis très fascinée par la présence de tous ces jeunes lycéens et je voudrais qu'ils participent un peu. Alors, je vais vous poser une série de questions. Hein. Il n'y a pas de punition à la fin, ne paniquez pas. Hein. Mais juste pour voir avec vous un certain nombre de choses. Hein. Première question. Qui est-ce qui connaît Louis Pouzin? Une personne. Très bien. Qui est-ce qui connaît Steve Jobs? Ok. Donc vous ne connaissez pas le héros français du numérique, mais vous connaissez un des héros américains. Très bien. Qui est-ce qui connaît Ecosia? Ok. Et Lilio? Et Quant? Ouais, vous me voyez venir. Hein. Alors, Ecosia, là, ceux qui s'en servent? Eh bien, oui, ça fait quoi? Par exemple, oui, vas-y. Et ouais, ça plante un arbre. Génial. Lilio. Il y a eau dans l'ilio. Ouh. Ouais, c'est lié à l'eau. Hein, et à la purification de l'eau. Et Quant? Ok, le seul moteur de recherche inventé par un Français. Tout va bien. Nous ne paniquons pas. Vous connaissez Google, par contre. Eh ouais. Bon, très bien, tout va bien. Est-ce que vous utilisez quelque chose qui s'appelle un plugin qui s'appelle le Decodex? Un autre qui s'appelle TinEye. Et un autre qui s'appelle InVid. Bon, tout va bien. Hein. Tout ça, c'est pour trouver des fake news. InVid, c'est pour des fake news sur la vidéo. Donc, en particulier sur YouTube, où vous êtes tous, vous l'avez révélé ce matin, vous êtes filmés, ça se sait. Bon, TinEye s'est mis à disposition hein, aussi pour repérer des fake news plutôt dans du texte. Hein. Et l'autre que j'avais dit, c'est quoi? Et Decodex, ça c'est les gens du monde qui ont créé ça pour vous, mais en fait c'est surtout utilisé par les journalistes. Bon, c'est pas grave. Est-ce que, par contre, est-ce que vous paramétrez vos applis? Est-ce que vous paramétrez vos comptes pour préserver votre vie privée, genre effacer l'historique et compagnie? Eh ouais, donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire que vous avez été alerté au risque sur Internet et donc, en fait, que vous ne connaissez que la partie risque d'Internet. Et ça a été fait à l'école. Oui ou non? Oui et non. Bon, d'accord. Très bien. Donc, voilà. Et j'ai presque fini. J'en avais marqué un certain nombre juste pour m'amuser, mais j'espère que vous prenez ça pour vous amuser. Qu'est-ce qui va sur la Wikipédia, mais derrière, qui voit comment les pages de la Wikipédia ont été faites? Hein. Une personne, c'est génial. Qui est-ce qui sait quelle est la plus grosse controverse de la Wikipédia? En parlant des controverses. Une controverse et une polémique. Une polémique, hein, comme on disait tout à l'heure, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, nous, les scientifiques, et du coup, ça fait débat, etc. Mais la Wikipédia, on l'écrit, hein, on justifie et tout ça. Non, vous ne savez pas laquelle c'est?
c'est celle sur le climat. Eh ouais. Et en fait, la plus grosse page de controverse, c'est la controverse sur les controverses du climat. Vous voyez le topo, hein, on essaie de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. C'est intéressant du côté des chercheurs, hein, d'essayer de comprendre. Hein. Mais ça, il faut aller derrière la Wikipédia, il ne faut pas juste la consulter, il faut voir comment elle est faite. Hein. Et ça, on peut le faire à l'école. Alors, combien de vous parlent de tout ça avec vos enseignants ? 2. Génial le partage d'infos. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? À part vous réveiller un peu quand même, hein, et puis voir un peu comment ça se passait. J'ai essayé de vous montrer qu'il y a une culture scientifique qu'on n'a pas, c'est celle du numérique. Il y a un déficit total. Hein. Chez vous, et pourtant vous êtes tout le temps dedans, et vous ne connaissez pas les héros du numérique, les nôtres, vous êtes complètement acculturés à une culture américaine qui vous vend ce qu'elle a envie de vous vendre. Nous aussi, hein, attention, là quand je dis nous et vous, là c'est tout le monde, hein. Parce que je pense que si j'avais posé la question à vos enseignants, ils auraient répondu comme vous. Ecosia, pas sûr. Voilà. Derrière la Wikipédia, pas sûr. Bon, voilà. Hein. Donc ça, c'est pour nous dire, c'est pour nous mettre tous les mêmes pendules à l'heure. Hein. Comment est-ce qu'on peut aborder les fake news, qui est un phénomène particulier du numérique, qui a commencé en 2011, 2012 hein, si on ne connaît pas un certain nombre de choses sur le numérique. Par exemple, combien est-ce qu'il y a de data centers en Russie ? Un data center, c'est une espèce d'énorme machine où on traite les données. Hein. Google en a, Facebook, etc. Combien il y en a de data centers en Russie ? Vous ne savez pas ? Et combien il y en a en Amérique, aux États-Unis ? Vous ne savez pas. Hein ? J'espère qu'après, vous allez googler tout de suite tout ça, hein, dès qu'on sort. Hein. Il y en a une cinquantaine environ, parce qu'évidemment, on ne connaît pas les nombres exacts. Hein. Certains sont secret défense. Une cinquantaine en Russie, plus de 1500 aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Russes hackent ? Ben oui. Est-ce que vous savez quand est-ce que Facebook et Twitter sont rentrés en bourse ? C'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont passés d'un réseau social sympa et amical, sans modèle d'affaires, à un modèle qui favorise la fake news et qui la vend et qui la monétise. 2011. Quand est-ce que commence ce phénomène des fake news ? 2012, avec la campagne d'Obama, pas celle de Trump. Là, c'est pour Marie-Cécile, qui, comme moi, faisons une focalisation sur Trump. Voilà. Donc ce que je veux dire, hein, c'est que si on veut comprendre les phénomènes, il faut les comprendre tous, et qu'il y a urgence à comprendre le phénomène du numérique dans lequel on est. Et que à l'université comme à l'école, en ce moment, il y a un déficit énorme pour expliquer ce que c'est que cette culture de l'informatique qui est devenue cette culture du numérique. Et que si on s'en servait, peut-être qu'on pourrait aider tout le reste de toutes les autres sciences. Parce que sur YouTube, bon, on n'a pas osé vous demander ce que vous regardiez, hein, mais vous regardez des séries, j'imagine ? Ah, menteur. Ouais, je suis désolée, franchement, vous êtes sur Netflix, mais il faut télécharger gratuitement, ça va pas, non ? Pourquoi vous vous abonnez à Netflix ? Il y a plus de choix et les parents payent. Bon, très bien. Mais donc sur YouTube, vous regardez quoi ? Vous regardez vos youtubeurs préférés ? Yes. Voilà. Et quoi d'autre ? La musique, ouais. Est-ce que vous regardez des trucs quand même un peu documentaires ? Bon. Alors, ceux qui ont dit non, je ne veux pas vous entendre. Ceux qui ont dit oui, vous écoutez quoi comme truc documentaire ? J'entends rien. L'effet papillon, etc. Bon, donc il y a des trucs scientifiques qui vous intéressent quand même, hein ? Ouais. Bon, ça fait penser. Eh oui. Eh oui. Bon, voilà. Donc, dans ce que j'essaie de faire passer du côté de la citoyenneté numérique, hein, c'est que si on ne se rend pas compte que vous êtes plus en ligne que en classe, dans votre tête. Vous êtes 1500 à 1600 heures devant les écrans, 800 heures devant vos profs. Et 50 par an. Et 50 heures devant vos parents. Ça, vous leur dites pas parce que ça choque toujours. Hein. Mais voilà, vous êtes plus en ligne qu'ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de votre citoyenneté numérique.
qu'est-ce que vous faites en ligne, comment vous vous protégez en ligne, comment vous prenez vos risques en ligne, comment vous apprenez en ligne, comment vous utilisez ce que vous apprenez en ligne en classe et inversement. Tout ça, on a besoin de le réfléchir, on a besoin de comprendre ce qui se passe entre les médias de masse et les médias sociaux et la classe. Et cette triangulation, même nous, en tant que chercheurs, qu'enseignants, que professeurs, on a encore beaucoup de mal à la faire. Ça s'appelle la translittératie. Et en fait, c'est encore quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire passer en France, le fait qu'on a besoin de vous former à des littératies multiples, différentes façons d'apprendre, de penser, de réfléchir et de produire et de créer. Est-ce qu'en classe, on vous laisse faire du remix ? Bon, voilà, c'est une autre façon de travailler la vidéo plutôt que le texte. D'accord ? Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a un déficit en ce qui est donc l'observation des médias, la citoyenneté. Et on vous a dit, bien sûr, que le numérique, ça sert éventuellement à trouver un job. On ne vous l'a pas dit, ça. Ouais. Par contre, si vous êtes en ligne, on vous dit que les jobs du futur, à 70%, ils n'existent pas encore. Ça vous fait pas flipper, ça ? Oui, donc vous êtes en lycée, vous pensez à la fac, et on vous dit 70% des jobs du futur n'existent pas. C'est motivant, Voilà. Donc, cette angoisse-là, vous ne l'exprimez pas, vous n'arrivez pas à la dire quelque part. Ouais. Voilà, donc tout ça, je crois que c'est important qu'on s'en parle et que ça fasse débat. Qu'on dise, mais non, l'école c'est la rigueur, on laisse tout ça à la porte et on leur apprend les disciplines traditionnelles. Parce qu'il faut savoir écrire, penser, etc. Ou on peut dire, l'école ça fait ça aussi. L'école ça parle de la citoyenneté en ligne et numérique, de l'être en ligne, de l'assemblage de soi en ligne que vous faites tout le temps. Et on doit l'intégrer même dans nos approches scientifiques. On doit vous faire participer à cette création de la science. Et vous avez des choses à dire. Et ce que vous ne pouvez pas arriver à dire, il faut qu'on vous aide à le dire. Tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument important pour vous motiver à la science, pour vous donner envie de science. Parce que ça vous donne aussi la capacité, le pouvoir d'agir sur vous-même et sur le monde. Et donc, il me semble que c'est là où quelque chose comme la fake news, comme la désinformation, c'est utile à la société. C'est une crise, c'est une panique, parce qu'on se pose toute la question de ce qui arrive à nos résultats scientifiques, comment on va vous les passer, comment vous allez nous aider à les protéger. Mais c'est aussi se dire, mais 2 secondes, ils retweetent, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils ne réfléchissent pas plus de 30 secondes avant d'envoyer, de faire suivre un message, etc. etc. On a besoin d'aller vers vous et de vous donner des compétences dans le numérique, parce que pour le moment, vous l'utilisez de manière sauvage. Sans réfléchir, vous ne savez pas vos héros, vous ne savez pas vos classiques du numérique. C'est normal, on ne vous a pas fait réfléchir dessus. Donc il faut vraiment qu'on y arrive. Ça veut dire qu'il faut qu'on forme les enseignants dans l'université à tout cela. Et pas à mettre l'un contre l'autre, l'université d'avant avec le numérique de maintenant. Non, il faut que ça se discute. Et par exemple, moi je suis très méfiante du débat de ce matin où on a dit, d'un côté il y a la raison, c'est à l'école, et l'émotion c'est en ligne. Ça va pas du tout. Un cerveau, un humain, c'est fait des deux. L'émotion c'est très sain quand on a peur. C'est ça qui fait fuir. C'est super important d'être en connexion avec ses émotions. L'émotion, c'est ce qui fait réviser des valeurs qui sont devenues fausses ou obsolètes. C'est super important d'être avec ses émotions. Et ça, en ce moment, ce débat qui polarise, il arrive aussi dans la science si on ne se méfie pas nous-mêmes assez de cela. Donc, je vais faire court. Vous avez vu que j'étais partie sur d'autres choses, mais enfin, bon, voilà. Donc, toutes ces stratégies dont on vient de parler, de la réfutation, de l'argumentation, de la démonstration, il faut aussi la faire avec ce que vous avez, vous, comme outil en ligne. Il faut aller voir la Wikipédia, ses controverses, comment elles se débattent, comment les gens écrivent 5, 6 fois les articles, demandent des sources, disent que cet article n'est pas assez finalisé, qu'il manque des citations, etc. etc. Ben, c'est tout ça, c'est déjà là, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez être un wikipédien. Quand j'étais directrice du Clémy, j'ai commencé le Wikiconcours, qui implique que des gens de la Wikipédia viennent dans les écoles et aident les jeunes à écrire des articles.
Mais méfiez-vous, on peut faire ce qu'on peut faire. Le Clémy aide à créer des médias lycéens, mais il n'y en a pas plus de 1000 en France. Donc il faut bien trouver plein d'autres solutions pour vous aider vous-même. Et elles sont, figurez-vous, elles sont en ligne. Mais encore faut-il arriver à les articuler avec ce que vous faites dans vos classes et à l'université. Voilà, donc moi je suis pour les chercheurs qui lancent ces alertes. Vous pouvez être des lanceurs d'alerte, vous aussi. Et c'est en restant curieux, en restant dans la dynamique, dans la discussion, dans l'interpellation même des adultes, mais une interpellation intéressante, intelligente. Amenez-les sur vos domaines, pour qu'ils puissent aussi réagir et partager avec vous. Et je crois que c'est dans cette notion de partage, un peu comme on vient de le faire, même pour s'envoyer un peu des balles de ping-pong, tu sais pas, de continuer après, et puis d'aller plus en profondeur. Et c'est comme ça qu'on va se former les uns les autres. Parce qu'en ce moment, face au numérique, on est tous relativement à égalité. Ça change tellement vite que même nous les adultes, il faut qu'on soit en formation continue, tout comme vous l'êtes. Merci beaucoup. Moi, je vais tout de suite vous passer la parole, mais j'avais une question pour les formateurs, formatrices en SP. Si c'est une question un peu difficile, je m'en excuse. Comment on fait pour, si vous avez des idées ou des bonnes pratiques à partager, comment on fait justement, quelles sont les priorités pour former les enseignants, soit en formation initiale, soit en formation continue, sur tous ces enjeux? Parce qu'ils sont souvent démunis. Ils n'ont pas nécessairement appris dans la formation telle qu'elle existe aujourd'hui ou par leur propre culture disciplinaire à répondre à ces défis pédagogiques qui sont, je crois, des véritables défis pédagogiques. Allez-y, parlez dedans. Oui. Il y a une chose, en tout cas, je ne sais pas si c'est, en tout cas, c'est ma démarche à moi, c'est qu'une des premières choses que je fais avec les enseignants, c'est de partir des pratiques des élèves. Parce que souvent déjà il y en a qui sont parents, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'idées toutes faites. Et donc voilà, déjà faire un état des lieux en étant le plus objectif possible et puis sans mettre du sens trop important là il y en a pas et puis pas de jugement, etc. Donc ça me semble important de partir de là pour voir aussi, et ça c'est une chose dont on a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais moi qui me semble aussi essentiel, c'est qu'il y a dans ces pratiques numériques juvéniles, il y a aussi énormément de compétences qui sont pas forcément celles développées dans le scolaire. Et du coup, moi j'essaye de leur dire qu'il faut partir de ça. On a dit oui, ils ont du mal avec l'argumentaire, par exemple, c'est sûr, mais par exemple il y a autre chose et il peut avoir énormément de créativité. Il peut avoir énormément d'humour. Il peut avoir plein de choses positives. Donc l'idée, c'est de partir aussi de ce qu'ils font, dans ce qu'il y a de bien, pour ne pas avoir un positionnement de se mettre forcément en disant je vais vous apprendre à bien faire, en sachant que, comme vous venez de le dire, souvent les enseignants sont très mal à l'aise parce qu'ils se sentent techniquement pas forcément au point. Donc je dis on va pas jouer dans cette cour-là de qui est meilleur techniquement, mais c'est voilà, partir de ce qu'on fait, donc, et puis essayer d'être un peu positif sur tout ce qu'ils font de bien aussi. Merci. Moi, je peux prendre un exemple qui relève pas de la culture du numérique, parce qu'il me semble que, c'est peut-être parce que ça m'intéresse moins ou parce que j'y suis moins porté par ma discipline, mais il y a des choses qui se font bien plus anciennes et qui ont le même enjeu. Je prends un exemple, la littérature de jeunesse à l'école primaire, en CE1, CE2, CM1, on discute avec les élèves d'un album, on interroge les élèves sur la façon de comprendre la réaction d'un personnage à un moment donné. Là, on est dans l'interprétation. Comment est-ce qu'on peut comprendre la réaction de ce personnage à ce moment donné? Mais on va demander aux élèves d'argumenter et de réguler leur interprétation en disant mais moi je comprends la réaction de ce personnage parce que 2 pages précédemment, 10 pages avant, 15 pages avant, il s'est passé ça. Et c'est ça qui me permet de comprendre, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la page 25, qui me permet de comprendre la réaction du personnage, page 35. C'est-à-dire que l'interprétation et les règles de l'interprétation sur lesquelles j'insistais tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent se travailler en dehors ou en deçà du numérique. Alors, je suis pas en train d'opposer le numérique à un apprentissage plus fondamental, mais ça me paraît important aussi de pas totalement se focaliser sur le numérique et d'insister sur le fait que c'est aussi des choses qui se font de manière très ancienne, cette attention à l'interprétation, cette régulation de l'interprétation de la vie que l'on donne, et c'est des choses encore une fois qui se travaillent
très tôt, et plus on le travaille tôt hors du numérique, plus ça pourra être réinvesti après par les élèves quand ils vont grandir dans le cadre du numérique. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais voilà, il y a des choses très anciennes qui se font et qui continuent à se faire au quotidien. C'est pas facile, mais voilà, c'est un exemple là sur la littérature de jeunesse en cycle 3 à l'école primaire qui se fait et qui a un enjeu absolument essentiel, parce qu'encore une fois, ça apprend aux élèves à la fois à prendre la parole, ce qui est encore une fois une donnée essentielle de la société dans laquelle nous sommes, mais d'informer cette prise de parole par un certain nombre de choses auxquelles on les habitue, numérique ou pas, j'allais dire. Numérique, oui, numérique ou pas, enfin, c'est transdisciplinaire ou interdisciplinaire, ce qui n'est pas nécessairement forcément la même chose, mais on peut aussi apprendre à lire ou à aimer la littérature grâce au numérique. C'est complémentaire du support papier. On est tous sur plusieurs types de supports, mais c'est un autre sujet. Divina Fromack, très rapidement. Oui, non, je voulais revenir un peu là-dessus. C'est que j'ai le sentiment qu'on ne part pas assez des pratiques des élèves. Parce qu'on a des programmes, parce qu'on voilà. Donc par exemple, est-ce qu'il y en a chez vous qui est sur Babelio? Qui est-ce qui est sur Babelio? Un monsieur là-bas au fond. Hein. Babelio, c'est une bibliothèque numérique dans laquelle on peut en plus échanger avec ses pairs. Et parmi les pairs, il peut y avoir les profs. Hein. Mais voilà. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Babelio, qui ont plein d'amis et qui peuvent discuter. Mais ce que je pense, c'est que on ne part pas assez du numérique. Nous restons trop sur l'écrit et ça nous fait malgré tout, ça introduit un biais. Hein, si on parle de biais de confirmation et autres, ça introduit des biais cognitifs et ça introduit des biais qui ne nous permettent pas de faire les allers-retours, la navette entre le numérique, le être en ligne et le être hors ligne. Or, de plus en plus, ces deux éléments contrôle pratiquement tout ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je plaide pour la création d'un lieu où on pense tout ça. Parce que pour le moment, c'est très sauvage. Quelques centres scientifiques en éducation dans les universités le réfléchissent un peu, quelques centres en informatique le réfléchissent un peu, mais il n'y a nulle part un lieu où on peut aller voir les forces qu'il y a dans les ESP et les amener à réfléchir à ce que c'est que la formation à ce type de numérique, hein, et à ces pédagogies du numérique qui sont des pédagogies donc très alternées, en alternance, hein, qui sont cumulatives. C'est pas polarisant du tout, c'est plus, hein, c'est augmenté. Hein, et prendre plaisir à cette augmentation sans en avoir peur. Il n'y a pas un lieu où on amène des citoyens, les parents, les gens de l'extérieur à participer à cela et à se mettre à jour. Les parents, ils ont été en classe il y a 30 ans. Qu'est-ce qu'ils se rappellent de la science ? Comment est-ce qu'ils continuent à fonctionner dans le monde d'aujourd'hui sans se mettre à jour? Donc, il y a un lieu comme ça. Il y a un lieu où il faut qu'on pense le rapport aussi avec les médias et les datas, parce que les uns, ça influence les autres. Hein, et c'est pourquoi je milite, hein, surtout depuis que j'ai rejoint ce groupe d'experts de l'Union européenne sur la désinformation, où c'est devenu vraiment apparent pour nous que c'était une urgence sociale, politique, économique, démocratique, hein, parce qu'il y a des acteurs à l'extérieur qui n'ont que 50 data centers et qui sont extrêmement en colère. Oui, allez-y. Oui, je voudrais juste réagir là sur ce que vous avez pu dire. Enfin, personnellement, je ne suis pas tout à fait en accord avec vous. Je trouve que tout d'abord, c'est pas vrai de dire que l'école est complètement coupée du numérique. Alors, bien sûr, ça peut dépendre d'un enseignant à l'autre, mais globalement, dans les supports qu'on utilise, on est beaucoup à utiliser aussi des supports numériques. Et donc, de ce point de vue-là, les élèves ont quand même l'habitude de regarder des vidéos, des sites internet dans le cadre de la classe. Alors, ça va dépendre aussi des équipements. Et ça, d'un établissement à l'autre, ça va aussi jouer. Et par ailleurs, les TPE, même si y a un certain nombre de biais pour moi dans la mise en œuvre là, de ces TPE, c'est clairement un lieu, c'est pas vraiment un enseignement, on va dire un temps pendant lequel justement les élèves sont confrontés à une recherche encadrée par un enseignant. C'est là où justement on leur parle de l'existence de sites, d'outils, et donc de fait, il y a une transmission qui se fait sur ces pratiques du numérique. Alors sans doute que les enseignants
mériteraient d'être eux-mêmes formés à ça, parce qu'effectivement, des fois, on est démunis, donc ça, je peux vous rejoindre sur ce point, mais bon, la coupure n'est quand même pas aussi grande que ce que vous suggérez. Et surtout, moi, il me semble que ça ne doit pas non plus devenir le centre de l'école, parce que de ce point de vue-là, justement, sur ce que j'ai tout à l'heure, sur l'apprentissage en fait d'une vigilance épistémologique, d'un esprit critique, ça permet en fait après quel que soit le support, numérique ou autre, d'arriver de façon autonome à analyser un contenu qui se présente à nous, et les biais qu'on peut avoir sur Internet, on peut les retrouver aussi dans un article publié sur un format papier, enfin sur des discussions qu'on peut avoir avec des personnes. Cette vigilance épistémologique, elle doit s'exercer à tout instant, et donc en ce sens, pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que justement les élèves aient conscience des risques qui existent, de ce qui peut biaiser des données, de traitement des données, et ça ensuite, ça peut quel que soit le support, ça leur sera utile dans leur usage d'Internet pour voir justement si une vidéo est basée sur des faits qui sont totalement erronés ou pas. Mais le fait que ce soit un support numérique, pour moi, là, ne change rien par rapport au fait que c'était des données qui étaient écrites sur un papier. Et il y a des erreurs là aussi, c'est pas parce que c'est sur un support papier que forcément c'est nécessairement plus vrai. Et dernière remarque sur cette idée de participer, vous avez en plus cette expression à la création de la science, vous dites devenir wikipédien, mais pour contribuer, il faut aussi avoir quelque chose à dire, et de ce point de vue-là, il me semble qu'il ne faut pas mettre de côté cette question du savoir. Si je prends justement, on parlait du climat, pour un sujet que je connais puisque c'est lié à ma discipline, le marché européen du carbone. Moi, je me demande bien ce que mes élèves pourraient apporter à la rédaction d'une page sur le fonctionnement du marché européen du carbone, pour ou contre les marchés de quotas, le principe, les limites. Bon, non, il faut d'abord qu'ils aient eu un cours pour que quelqu'un leur explique ce qu'est un marché de quotas, les problématiques, pour après éventuellement devenir spécialistes du sujet et être un jour plus tard eux-mêmes contributeurs. Mais de ce point de vue-là, qui est quand même le cœur de l'école, qui soit centré sur la transmission du savoir, moi, ça me semble essentiel. Alors que ça soit fait grâce à du numérique, très bien, mais c'est pas l'éducation au numérique qui doit devenir l'élément principal, parce que ça risque de devenir creux aussi. Oui, là on va très vite dans la manière dont on parle. Il y a une question, moi ça me fait penser aussi à la question de pas confondre l'outil et l'usage qu'on fait de l'outil. Voilà, il y a tous ces enjeux-là. Vous aurez l'occasion de poursuivre vos discussions. J'aimerais qu'on passe la parole à la salle, parce qu'on a un petit quart d'heure de questions. S'il y a des questions, je vous remercie de lever la main. Questions ou commentaires? Oui, monsieur devant. Merci. Donc j'ai une question un peu vache, mais je pense que ça va permettre d'éclairer en tout cas pour moi, tant les présentations qu'il y a pu y avoir ce matin et celles que vous venez de nous donner. Peut-être plus pour Nicolas Piquet et Marion Navarro. On a entendu parler d'avis personnels, on a entendu parler d'opinion, on a entendu parler de connaissances, donc plutôt scientifiques. Là, vous venez de parler de savoir. C'est quoi les différences, c'est quoi les liens ou l'absence de lien entre tous ces objets cognitifs? Alors pour moi, en tout cas, ce que je transmets aux élèves sur la différence entre une proposition scientifique et une proposition non scientifique, c'est, je reprends un critère simple, notamment mis en avant par Popper, un critère de falsifiabilité. Est-ce que je peux confronter mon énoncé à des faits, et partant de là, donc de mettre en avant le fait que c'est justement une vérité qui est provisoire, mais à un moment donné, je peux faire une proposition dont je peux tester la validité et la confronter à des faits. Donc, comme je disais, mettre en place un protocole pour justement récolter les données pour que ce test soit fait dans des conditions qui soient satisfaisantes. Et donc, de ce point de vue-là, mettre de côté les énoncés qui relèvent pas de cette exigence de falsifiabilité. Et par rapport à ça, justement, quand on parle de théorie du complot, du doute, justement, par rapport à ça, on voit que dans les propos qui relèvent de théorie du complot sont très souvent des propositions justement dont on ne peut pas tester la validité. Je prends un exemple qui était donné dans un ouvrage que j'ai trouvé intéressant de Bronner, qui s'appelle La démocratie des crédules. Donc c'est un sociologue qui s'est penché sur l'analyse justement des croyances, notamment des complots. Il prend l'exemple de la proposition
les licornes existent. Il dit, en effet, on ne peut pas prouver que les licornes n'existent pas, parce qu'on peut toujours imaginer qu'il y a une licorne quelque part que personne n'a jamais observée. Mais justement, ça ne relève pas d'une proposition scientifique. Et donc, de ce point de vue-là, de transmettre aux élèves, là, encore une fois, ce réflexe épistémologique de justement de ne pas verser dans une espèce de paranoïa. Justement, si à un moment donné, il n'y a aucun élément qui nous permet d'attester de l'existence de licornes, eh bien, la position raisonnable, c'est justement de penser qu'elles n'existent pas. Alors, c'est pas une certitude absolue, mais c'est ce qui, justement, sur la base des éléments dont on dispose et du raisonnement qu'on peut tenir, la proposition qui semble, justement, d'un point de vue scientifique, la plus sensée, et de leur apprendre, justement, à en même temps ne pas avoir une conception absolue de la vérité, et en même temps de ne pas verser dans le relativisme. Ça me semble finalement pas si compliqué à faire en pratique. Si vous me permettez d'affiner pour si Nicolas Piquet veut m'éclairer sur cette question, parce que par exemple, vous citiez Nietzsche, il parle sur cette question-là tantôt de certitude absolue, tantôt de certains qui sont dans un néant indubitable, entre les deux une réalité mal assurée. Vous parlez du relativisme, et c'est vrai que dans l'éducation à l'épistémologie chez les élèves, il peut y avoir, du fait de quitter cette posture de certitude, un espèce d'obstacle émotif. Ça fait écho, je pense, à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de mettre en opposition raison et émotion, où je vous rejoins complètement. En sciences cognitives, c'est quelque chose qui est assez stabilisé comme connaissance. La raison et l'émotion, c'est complètement intriqué. Donc, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on passe du coup à un avis, une opinion, à peut-être une opinion plus éclairée, mais qui implique un positionnement plus intermédiaire que entre soit la certitude, soit le néant indubitable, pour reprendre les propos de Nietzsche. Je réponds mais vraiment schématiquement, n'espérant pas être trop caricatural. On peut opposer, disons, l'opinion d'un côté et la raison de l'autre. Alors ça, c'est vraiment l'opposition la plus simple. On peut ensuite, pour un peu problématiser, on peut effectivement faire intervenir la notion de représentation et d'obstacle. C'est-à-dire que ce qui est compliqué quand on est enseignant et quand on élève, évidemment, c'est la même chose, mais vu de l'autre côté, c'est que c'est compliqué de passer de l'opinion à une proposition qui va être étayée, qui va être justifiée, qui va être démontrée. Ça peut être justifié dans les disciplines à dissertation, ça va être démontré dans les disciplines plus scientifiques. Et ce qui est compliqué, et je m'en tiendrai à ça parce que sinon ça nous entraînerait trop loin, c'est de prendre en compte la résistance des représentations. C'est-à-dire que les élèves ont tendance, mais encore une fois c'est tout à fait normal, on a aussi été comme ça, on a du mal à remettre en cause que l'on croit savoir, c'est-à-dire que le propre de l'opinion, c'est qu'elle se présente pas comme telle. C'est que quand un élève arrive en classe, il se dit pas bon, j'ai des opinions, elles sont totalement subjectives et je suis totalement ouvert à ce que l'enseignant va me dire pour que je puisse évoluer. Non, évidemment, l'élève il arrive avec des opinions dont il est persuadé qu'elles sont des savoirs. Et ce qui va être compliqué, c'est de faire ce changement. Alors non pas transformer des opinions en savoir, mais substituer à des opinions des savoirs. Et ça c'est extrêmement compliqué parce que Bachelard, par exemple, mais c'est pas le seul, a montré que c'est pas quelque chose de linéaire et de continu, que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué et que un des enjeux quand on est enseignant, c'est d'arriver justement à prendre ça en compte. Et alors, quand on y arrive, et on y arrive de temps en temps, c'est quand on arrive à associer les élèves à cette remise en cause de leurs propres opinions et à leur dépassement par des savoirs. Alors moi, je suis plutôt dans une tradition philosophique qui pense que le savoir remplace l'opinion. Il y a des gens qui pensent, mais je vais pas leur faire de la pub, qui pensent que le savoir est une transformation de l'opinion. Moi, je pense que c'est pas une transformation de l'opinion, que c'est un remplacement du savoir, enfin de l'opinion par le savoir. Mais encore une fois, au-delà des écoles, il y a cette question de la représentation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un obstacle et c'est quelque chose avec lequel il faut se battre presque au quotidien quand on est enseignant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Merci. Quelqu'un d'autre ? Bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie beaucoup pour ce colloque qui est vraiment très, très intéressant. Je me présente, je suis Safa Al-Mohamed, docteur de l'ONS, l'École normale supérieure de Lyon, spécialiste de ressources numériques dans l'enseignement supérieur. Et j'aime bien qu'on fait les discutes sur quelques points. Le premier, en fait, c'est question ouverte parce que je ne sais pas si vous aurez la réponse. Le premier, par rapport à la formée,
les enseignants et les étudiants. Est-ce que l'Université de Lyon, ou en général toutes les disciplines, même les sciences, les disciplines scientifiques ou les disciplines pas scientifiques, est-ce que l'Université de Lyon a commencé à travailler sur la formation en ligne à distance, synchronique ou asynchronique, pour former les enseignants ou les futurs enseignants? Surtout, on trouve que actuellement, dans notre époque numérique, que beaucoup des enseignants refusent d'intégrer le numérique dans le système pédagogique de l'université. Et même, je ne sais pas si à l'école, le même cas, parce que mon spécialité, c'est l'enseignement supérieur. L'autre question, est-ce que l'Université de Lyon a pensé de développer l'université dans l'aspect numérique? Je demande ici par rapport au sujet ou la thématique de MOOC, comme par exemple l'Université Paris a commencé à exploiter le MOOC quand les étudiants ou le particulier travaillaient sur MOOC, par exemple, même ils travaillent jusqu'à ou même ils ont travaillé toutes les formations en ligne, mais finalement pas de diplôme à la fin, sauf si ils vont passer le test qui est organisé par l'Université de Paris. C'est-à-dire, l'Université de Paris a commencé, profiter le MOOC pour donner des diplômes à la fin de formation ouverte. D'accord, Voilà. merci. Est-ce que l'Université de Lyon a développé, via ses formations en général et dans le cadre du Master MEF, je suppose, des outils numériques, notamment le MOOC? Est-ce qu'il y a des certifications? Oui, alors vous y avez un petit peu répondu. Oui, il n'y a pas que l'ESP de Paris, hein, beaucoup d'ESP qui font des MOOC. En France, on est encore en retard par rapport à d'autres pays, mais il y a une dynamique qui est enclenchée. Et puis, la question se pose de la certification, effectivement, de validation des compétences acquises et comment les faire reconnaître dans un cadre universitaire, dans un cadre professionnel. Mais les gens de l'Université de Lyon, ici, peuvent peut-être... Juste, c'est vrai qu'il y a une dynamique de MOOC comme partout. Hein. La plateforme Fun en rend compte que toutes les universités sont dans cette logique de MOOC. Nous, par exemple, on a lancé un MOOC sur l'éthique de la recherche parce qu'il y avait l'idée de former plus de 1000 doctorants par an à la question de l'éthique de la recherche. Donc comment former d'un seul coup, avoir une formation transversale pour ces 1000 doctorants du site? Eh bien, c'était le MOOC qui s'imposait. Et c'est vrai que la question du MOOC, elle est intéressante parce que malgré tout, ça réinterroge les formats pédagogiques et les systèmes d'évaluation. Et où là, on est sur une évaluation entre pairs ou etc. Donc c'est vraiment, il y a de la résistance aussi, mais c'est intéressant. Après, sur les professeurs, je sais pas. Alors, il faut distinguer deux situations. C'est ceux qui sont en formation initiale, donc ceux qui passent le concours. Donc en effet, il y a des MOOC qui sont en train de se développer pour aider les étudiants qui préparent les concours d'enseignement. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une autre chose qui existe, c'est en fait les plateformes de formation à distance, mais qui sont pour les enseignants qui sont en poste, en l'occurrence la plateforme Magistère, donc là où on a de la formation hybride et du MOOC et qui sont déjà effectifs. Alors, vous dire qu'en volume, ce que ça représente, je peux pas vous dire. Qu'il y a des réticences d'enseignants, certainement. Après, tous ceux qui sont dans la partie vous diront aussi que voilà, le MOOC, comme vous l'avez si bien dit, hein, ça veut dire repenser tout en termes de fond et de forme, et que c'est un travail absolument colossal, hein, et que voilà, il faut aussi qu'on ait du temps et des moyens pour faire ces choses-là, mais c'est effectivement dans l'air du temps. Hein. Voilà. Alors on a développé des projets européens de MOOC. Hein. Il y a un consortium de MOOC européen qui recoupe les plateformes anglaises, néerlandaises, la plateforme européenne OpenMOOC que j'ai aidé à créer, et Fun. Il y a beaucoup de résistance, mais c'est vrai que c'est un moyen, on le sait, de continuer à réfléchir comment l'université peut se mettre à l'ère du numérique. La plus grande résistance, malheureusement, c'est celle de la certification. Les universitaires ne veulent pas
lâcher le monopole de la certification, et bon, ça se comprend, mais ça permet quand même de continuer du côté de l'éducation populaire notamment, et du côté des grandes entreprises, la formation tout au long de la vie, qui est aussi une dimension très importante du numérique. Donc des mises à jour constantes dans le numérique. Merci. Donc on finit sur cette touche optimiste de l'intelligence collective, qui j'espère a été au cœur, j'en suis sûre même, des débats de la journée. On n'a pas encore tout à fait fini la journée. Donc, je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup pour votre expertise.